Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous fais une vidéo, elle sera dans Anti-Fake News, d'accord? C'est une vidéo Anti-Fake News que j'ai intitulée Les vaccins sont-ils dangereux, ou on va dire toxiques ou pas, d'accord? Parce que je suis en train de rechercher en ce moment dans ce domaine-là. Je regarde les vidéos en gros des experts dans ce domaine-là. Et après, voilà, j'ai des livres sur ça, comme j'ai déjà dit. Et en fait, donc en regardant les uns, ceux qui sont entre guillemets pro-vaccin, comme ceux qui sont pas spécialement anti, mais qui émettent des critiques. Je dis bien, je parle des gens qui sont calés dans ce domaine-là, pas des n'importe qui, d'accord? Je parle des gens qui sont médecins, ils ont fait des études, ils sont ainsi de suite, voilà, ils sont reconnus, ainsi de suite, d'accord? Ou c'est des gens, voilà, qui savent, ils ont fait des études dans ça, d'accord? C'est pas des gens qui s'improvisent médecins ou scientifiques, d'accord? Donc je tenais à partager. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer deux vidéos dont que j'ai partagé hier dans les Telegram, et puis une ce matin que j'ai partagé, une que j'ai partagée hier, qui en gros qui montrait l'efficacité, on va dire, des vaccins, mais en le youtubeur qui interviewe les deux personnes, ces deux personnes qui travaillent dans des laboratoires indépendants, je précise, en tout cas c'est ce qu'il précise, d'accord? Ce youtubeur, voilà, des fois il n'hésite pas à couper pendant qu'il a interviewé, vu qu'après il a fait un montage, il n'hésite pas à faire des petites rectifications à apporter pour, voilà. Et je pense que cette vidéo, juste cette première vidéo, déjà elle montre un peu montre l'honnêteté déjà de cette personne là qui fait cette vidéo. C'est le débunker des étoiles, si je ne me trompe pas, d'accord? Bref, je vous mettrai les liens de ces vidéos en description de ces deux vidéos, puis je vous mettrai une troisième vidéo, Inch'Allah, d'accord? Et je vous mettrai sûrement des autres articles, d'accord? Donc, je fais une petite introduction. Désolé, ça sera un petit peu long la vidéo en tout, hein, mais je pense que c'est assez intéressant parce que ça m'intéresse ce sujet-là, parce que je me suis vraiment, par le passé, je me suis pas assez intéressé à ce sujet-là. Je ne faisais qu'y répéter. J'entendais, oui, que il y avait des trucs, tu vois, des négatifs, mais sans vraiment rechercher plus que ça en fait. Donc là, en ce moment, je suis en train de regarder. Et voilà quoi, donc je pense que ce sera bénéfique aussi pour vous. Pour ceux qui sont parents, ou même, voilà, nous aussi, on a reçu des vaccins depuis la naissance. On a entendu plein de choses, donc voilà, il y a beaucoup d'a priori, des fois, d'accord? Et en fait, beaucoup ne maîtrisent pas ce sujet-là. En fait, le problème, c'est qu'il y a des gens, ils s'improvisent scientifiques, et ça, c'est une réalité, c'est un danger. Ils s'improvisent scientifiques, alors qu'ils n'ont pas fait d'études dans ce domaine-là. Ils n'ont pas fait d'études. À la rigueur, si une personne fait des vidéos en se référant à des références des experts, là, d'accord. Mais qu'après, à partir de là, hop, elle dit, gars, il y a ça, il y a ça, il y a ça, alors qu'elle n'est pas experte dans le domaine, qu'elle n'a pas fait des trucs des études scientifiques, là, ça pose un gros problème. Et ça peut être dangereux parce que ça peut égarer les gens, ce par-là. Et du coup, comme je disais ce matin dans le message, j'ai fait un petit message Telegram. Je disais en fait, il faut bien comprendre que chez les scientifiques, c'est exactement comme chez les savants musulmans. Il y a des divergences. Les scientifiques, ils ne sont pas infaillibles. Ils n'ont pas la science infuse. Ils n'ont aucunement la prétention de ceci, d'accord? Même si certains peuvent être, d'apparence assurant, avec une certaine assurance, ils n'ont pas la science infuse. Ni, par exemple, ceux qui sont contre les vaccins, façon de parler, hein, parce qu'ils ne sont pas tous contre les vaccins, hein, mais je fais deux cases pour que voilà, vous compreniez, même trois cases si vous voulez. Il y a les anti-vaccins, vraiment que eux c'est stop, non, c'est pas bon, ainsi de suite. Ils ont certaines preuves, mais voilà, il y en a, c'est vite fait, il y en a et les autres peuvent démonter ça, peuvent démonter leur argument aux anti-vaccins. C'est ce que justement, que voilà, il y a des vidéos, je vous mettrai une vidéo aussi dans la description que vous verrez bien. Donc, c'est pas n'importe qui, surtout dans ces domaines-là, il s'agit de la santé, d'accord? C'est pas n'importe qui. Donc, dans ce domaine-là, c'est comme en islam, les savants divergent sur des sujets de jurisprudence, ainsi de suite, d'accord? Ils divergent. Donc, forcément, il va y avoir des divergences, pareil, dans le domaine scientifique, médical, ainsi de suite.
C'est comme ça, on peut rien y faire. Et c'est pas aux médecins, en spécialement, ou en gros, à ceux qui font des recherches, que eux sont à blâmer, par exemple, s'il arrive quelque chose. Eux, ils ont fait des études. Ils ont conclu à telle chose, c'est arrivé à un certain résultat. Et d'autres ont fait la même chose, mais ils ont arrivé à un autre résultat, par exemple. Eux, ils ont essayé de faire le mieux que... Eux, voilà, ils ont essayé, c'est des scientifiques, ils essayent de faire le mieux que possible pour essayer de trouver une solution pour certaines choses. Dans le cas des vaccins, par exemple, McFarlane. Et je vous invite, pareil, je vous invite. Donc, c'est pas, comme je dis, c'est chez les savants musulmans, pareil, il y a des divergences dans le sujet de fiqh, de jurisprudence, ou etc., d'accord, ou dans le hadith, dans les transmissions, dans le récit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi de suite. Il y a déjà des divergences dans la chaîne de... Est-ce que lui, il est digne de confiance, ainsi de suite, ou pas, d'accord? Et ben là, il faut appliquer cette science du hadith, on va dire, il faut l'appliquer à la même aux choses aux scientifiques, genre la vaccination ou les données scientifiques sur ça, ou sur toute autre chose. Hein. Il faut l'appliquer à cette chose-là aussi, pour essayer de comprendre que c'est des êtres humains, ça reste des êtres humains, ils sont pas parfaits, ils sont faillibles comme tout le monde. Maintenant, oui, il y a des, comme j'ai déjà dit dans ma première vidéo que j'avais faite, ma deuxième vidéo, c'était ma première vidéo anti-fake news, sur la vaccination. Est-ce que les savants avaient parlé? Les savants ne parlent pas des vaccins. Et c'était faux. J'ai montré que les savants ont bien parlé des vaccins en détail en plus, par exemple là. Et que cette fatwa-là, cet avis religieux, ça fait plus de 10 ans qu'il y est, d'accord? Oui. Alors oui, pour revenir, oui, il y a des conflits d'intérêts. D'accord? Mais ça, c'est prouvable. Quand j'ai mis en description dans ma vidéo, les savants ne parlent pas des vaccins, hein, alors que c'est faux, j'ai mis dans la description, et j'ai parlé même dans ma vidéo, comme quoi, bah alors, les lobbies pharmaceutiques, par exemple, comme Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, tout ça, certains, de ce que j'ai pu rechercher, ont eu, oui, des amendes. Ça se chiffre en soit en millions ou en milliards pour certains. Pourquoi? Pour données frauduleuses ou pour corruption de données. Et en gros, genre des sous de table. Hein. Je sais plus comment c'était écrit le texte exactement, le mot, mais en gros, c'est comme si c'était genre de sous de table. Hein. D'accord? Donc oui, il y a des conflits. Mais c'est connu, d'accord? Et du coup, c'est pareil. Quand on veut accuser, c'est pareil. En islam, c'est à celui qui accuse de ramener les preuves. Par exemple, celui qui accuse quelqu'un d'avoir commis en islam, celui qui accuse quelqu'un d'avoir commis la fornication, il doit ramener 4 témoins, il doit prouver 4 témoins. Et si lui il ramène pas 4 témoins alors qu'il a accusé, il a un châtiment pour avoir pas ramené 4 témoins ce moment-là. Adib. Donc là, c'est la même chose. Celui qui accuse, qui dit que ce n'est pas efficace, les vaccins, il faut le prouver. Et c'est pas à la personne qui dit... c'est à la personne qui accuse. C'est pas la personne qui dit oui, bah voilà, les vaccins sont efficaces. C'est à la personne de prouver que c'est le contraire. Celle qui accuse, qui dit que c'est pas efficace, il faut qu'elle le prouve. Il faut des preuves tangibles et pas des pseudo-preuves, entre guillemets. D'accord? Il faut que ça soit vraiment du solide. D'accord? Donc ça, c'est pareil, c'est une règle, c'est par rapport à l'islam. Donc, dans le hadith, il y a des critiques. Par exemple, celui qui rapporte tel hadith, tel récit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi de suite. Lui, par exemple, on dit qu'il est thiqat, digne de confiance, par exemple. Et d'autres, ils vont dire que son hadith, il est faible. Les savants ont divergé sur telle personne. Donc, là, même dans le domaine médical, il y a les scientifiques qui vont diverger. Et c'est tout à fait normal. Du coup, voilà, il faut avoir cet esprit ouvert qu'ils sont faillibles comme tout le monde. Ils peuvent avoir raison comme ils peuvent se tromper. Et de la même chose, c'est à celui qui accuse qui doit ramener les preuves. C'est pas le contraire. C'est à celui qui accuse de ramener les preuves que c'est pas bénéfique. Moi je le répète, je suis pour l'instant, en tout cas je suis dans une position du juste, j'essaie d'être dans le juste milieu comme j'ai déjà dit précédemment dans mes vidéos. Je suis pas contre, je suis pas pour qu'on force aussi. D'accord? Mais pour l'instant je suis comme ça, je reste sur ma position de départ d'une certaine manière. Mais voilà,
Là, je suis en train d'étudier, donc voilà, ça demande beaucoup de recherche, ainsi de suite. Donc voilà, alhamdoulilah. Hein. Et justement, j'essaie d'appliquer ma rigueur, en gros, religieuse, en façon de parler, par rapport au texte. Quand je dis par exemple tel hadith il est faible ou ainsi de suite, vous me connaissez, pour ceux qui c'est ma première chaîne, je rapporte à chaque fois les chaînes de transmission et je dis ce que vous ont dit, par exemple tel savant, ce qu'il a dit, s'il était faible ou authentique, ainsi de suite. Et ben là, il faut que c'est pareil, parce que j'avais pas cette rigueur, entre guillemets, dans le domaine scientifique. Et cette rigueur scientifique, il faut l'avoir. Cette critique, il faut l'avoir. Il faut être vraiment critique. Il faut vraiment être minutieux. Parce que en fait, il y a des manipulations, c'est pareil. Il y a des manipulations des deux côtés. Chez les anti-vaccins, il y a des manipulations. Pareil, il y a des études. Vous verrez dans la vidéo un moment. Et ça, vous avez juste à chercher sur internet. Inch'Allah, je vous mettrai sûrement l'étude si je la retrouve. Je mettrai l'étude dans la description. Vous savez, il y avait une étude qui s'était sortie. Comme quoi, il y avait un docteur, je crois que c'est en Angleterre, un anglais quoi, un docteur anglais quoi, qui avait fait une étude il y a plusieurs années de ça, hein, qui avait fait du bruit, que c'était même dans comment dire, le magazine scientifique The Lancet. Bon, après, elle était retirée, d'accord? Parce qu'en fait, il s'est avéré que cette étude qui prouvait qu'en fait, il y avait entre le vaccin, je crois que c'est ROR et l'autisme, il y avait un rapport. Alors qu'en fait, cette étude, en fait, elle a été bidonnée, d'accord? Je vous dis ce qui a été dit. Après, c'est à vous de faire vos recherches. Déjà, c'est un seul médecin entre guillemets, qui a fait cette étude. Et en fait, ce médecin-là, il s'est avéré qu'il a été payé par des familles d'avocats. Donc il y avait un avocat et ils ont été payés par ces familles pour qu'ils fassent des recherches, ainsi de suite. Et ça a été beaucoup plus loin, en fait, parce que je vous mettrai des autres vidéos qui parlent de ça, de l'autisme, un peu vite fait, très courte. Hein. Et voilà. En fait, il y aurait eu des falsifications même de données, ainsi de suite, d'accord? Des enfants qui étaient déjà malades avant d'avoir le vaccin, d'accord, et ainsi de suite. Hein. Donc voilà, il y a eu plein de magouilles, d'accord. Le problème, c'est que les magouilles, c'est pas que que chez les pro-vaccins, enfin, là dans le cas des vaccins. La magouille, elle n'est pas que chez eux. Il y a de la magouille, bien sûr, il y a de la magouille. D'accord, les données frauduleuses, les corruptions de données, ainsi de suite. Il y a les. Comment dire. Ça, c'est vérifiable. Hein, c'est des trucs officiels. Vous allez sur Le Monde, bref, des journaux officiels. Hein, et ça date même de 2010, 2015 pour certains, bref, un peu plus même. Qui parlait que les Pfizer Pfizer, Johnson & Johnson, AstraZeneca, ils avaient reçu des millions voire des milliards d'amendes pour certains, à cause de données frauduleuses, corruption de données, ainsi de suite, etc. D'accord, des choses que voilà. Donc, oui, il y a de ce côté-là, il y a des gens qui agissent malsainement, mais c'est pareil de l'autre côté. Donc, le cas par exemple de l'autisme. Donc voilà, c'est pour ça que je dis, faites pas confiance aux gens comme ça. Ne faites pas confiance aux gens comme ça parce que, en fait, c'est quand on est dans une case. En fait, c'est le cerveau, c'est comme ça. Quand on est dans un parti pris, dans une certaine façon de voir les choses, par exemple, si on est anti-vaccin, on va regarder, en gros, tout ce qui est, en gros, qui va nous réconforter d'une certaine manière. C'est comme ça qu'il agit le cerveau. Et d'ailleurs, YouTube agit comme ça. Il y a un documentaire que même je sais plus comment ça s'appelait exactement, je l'avais vu. Je crois qu'il est même disponible sur Netflix. Il montrait comment ceux qui avaient travaillé en gros dans Google, YouTube, tout ça, ils montraient comment l'algorithme de YouTube fonctionne en gros. En gros, ils vont vous montrer YouTube ce que vous aimez. Une fois qu'ils ont vu les vidéos que vous aimez, ils vont vous mettre que ça. C'est-à-dire que les autres vidéos qui sont contre ce que vous pensez par exemple sur les vaccinations, vous n'allez pas vraiment les voir. Et même si vous les voyez, vu que votre cerveau est programmé pour voir que ce qui va dans votre sens, vous allez occulter, même si vous voyez une vidéo qui va dans votre contraire, vous allez pas y prêter attention. Parce que pour vous, vous êtes convaincu que c'est faux, les vaccins c'est contre, c'est nuisible. Là je suis pas en train de dire que c'est vrai ou faux, hein, mais je suis en train de dire par rapport au cerveau. Donc forcément vous allez occulter tout ce qui va pas contre votre sens. Et pareil chez les autres, ceux qui sont pro-vaccin, ils vont pas regarder, ou très peu, hein, je généralise, mais il y a toujours des gens qui, alhamdoulilah, qui sortent des deux groupes, parce que dans chaque groupe, il y a des gens qui ils vont juste rapporter ce qu'ils ont entendu, sans vérifier, et puis après, tu as des gens qui vont faire des recherches, des deux côtés. Et ça, c'est bien. C'est comme le youtubeur, Defecator, c'est ce qu'il fait. Bien, par exemple, qu'il est convaincu de telle chose, il va analyser les choses, les trucs qui sont contre lui. Il va analyser, et franchement, très
pour moi, il est très juste dans sa démarche de faire. C'est pour ça que j'ai mis une vidéo sur ma chaîne de lui, parce que voilà, il m'a semblé très juste. Donc du coup, il faut vraiment être impartial dans ce domaine-là et pas croire que tous ceux qui sont contre les vaccins ou entre guillemets, ils vous disent la vérité absolue. Non, non. Comme j'ai dit avec l'autisme, voilà, il y a eu des choses qui ont été faites, des données qui étaient frauduleuses aussi. Subhanallah. Et de l'autre côté, voilà, avec les données Pfizer, comme j'ai dit, AstraZeneca, Johnson Johnson, qui a reçu des millions, voire des milliards d'amendes pour certains, pour données frauduleuses, corruption de données, voilà, des deux côtés. Il y en a qui tirent les ficelles. Et encore une fois, je vous invite aussi à voir un film qui est basé sur une histoire vraie, d'accord? Après, vous pouvez même rechercher, parce que moi j'avais recherché, c'était quoi le médicament qui parlait dedans. Et bref, après, vous avez des trucs officiels qui parlent justement par rapport au médicament qui était dans le film. Et en fait, le film s'appelle Crisis. Crisis, le film, d'accord? Je vous mettrai la bande-annonce en description pour voir. Mais le film, regardez-le, d'accord? Parce qu'il est vraiment très très bien. C'est un film qui parle justement sur les corruptions qu'il y a dans les trucs pharmaceutiques. D'accord? Et puis ça va même très loin, ça va même dans en gros le dealage, je sais pas si ça se dit comme ça, mais le fait de dealer même les médicaments, c'est un gros truc. Donc c'est basé sur l'histoire réelle. Ça veut pas dire tout l'histoire, hein, ce qui est dit de A à Z, c'est réel. Mais par contre, à la fin, vous verrez bien à la fin, pour ceux qui regardent le film, Crisis, vous regarderez à la fin. Puis sinon, je vous mettrai la bande-annonce pour comme ça vous saurez c'est quel film dans la description. À la fin, ils disent voilà, qu'est-ce qui s'est passé, que c'est parti au tribunal, ainsi de suite. Il y a eu des poursuites, voilà, il y a eu des dédommagements, ainsi de suite. Et donc voilà, il y a des choses qui sont réelles, d'accord, on peut vérifier, ainsi de suite. Et il y a un autre film aussi, mais qui n'a rien à voir avec les vaccins, ça s'appelle Dark Water. C'était avec les trucs Teflon, d'accord, bref. Pareil, je mettrai une description, une vidéo, bon, même si ça n'a rien à voir avec les vaccins, mais c'est pour vous dire que, voilà, il y a des choses on sait que ça a été balancé dans les médias, ainsi de suite, c'est connu, il faut juste faire des recherches. Et c'est pour vous dire par rapport au Crisis, dans le film, en fait, il y a un médecin, on dirait des laboratoires, lui, il est dans le laboratoire, il travaille dans le laboratoire, et en fait, il découvre, parce que par rapport à un vaccin, par rapport à un médicament, il découvre, par rapport avec comment dire, les études qu'ils ont faites par rapport sur des souris, ainsi de suite, il découvre qu'il y a un problème, et qui est dangereux. Donc lui, il l'avertit. Sa hiérarchie au-dessus. Et dans le film, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, en fait, ceux qui sont au-dessus, en fait, c'est là le problème. Nous, on incrimine les gens qui sont en train de faire des études dans les laboratoires. En fait, on met tout le monde dans la même case, alors que c'est pas comme ça. C'est pas tout noir ou tout blanc. Il y a toujours une nuance, d'accord? C'est pas. Bien sûr qu'il y a des gens qui sont corrompus, même dans les laboratoires, qui vont prendre de l'argent. Oui, d'accord, c'est comme partout. Comme j'ai dit, même chez les anti-vaccins, voilà, il y a des gens qui regardent ce qu'ils ont fait avec l'autisme. Le docteur, je sais plus comment, Wilfried, je sais pas quoi, bref. Bref, je vous mettrai tout ça en description, Inch'Allah. C'est de deux côtés. Il y a des corrompus. Il y a des deux côtés, il y a des corrompus, des gens qui sont corrompus. C'est sûr que nous, on est entre les deux, donc forcément, c'est difficile à voir parce que déjà, on maîtrise pas ce domaine-là scientifique. En tout cas, pour ma part, moi, je maîtrise très très peu ce domaine-là. C'est pour ça que je m'intéresse maintenant à ce domaine-là, Inch'Allah Ta'ala. Puis je vous fais partager un peu ces choses-là. Et du coup, dans le film, lui, il fait remonter ça. Dans le film Crisis, il fait remonter ça à sa hiérarchie. Et vu que ça remonte, il y en a, ils tapent un petit peu sur les doigts. En gros, voilà, tu vas pas aller trop loin non plus, tu vois, voilà. Parce que c'est des milliards de dollars. Donc forcément, ces gens-là, il y a des gens, forcément, ça en tout cas en haut, moi j'ai aucun doute que ces gens, la plupart sont corrompus. Hein, parce que quand on voit Johnson et Johnson, AstraZeneca, Pfizer, il y a les deux trucs officiels, c'est pas des fake news, hein, vous pouvez vérifier, hein, c'est des journaux officiels qui ont parlé de ça, les milliards, et voire des millions, voire des milliards d'amendes qu'ils ont reçues pour données frauduleuses ou corruption de données, et ainsi de suite. Hein. Donc ça, c'est une réalité. C'est pas en gros les gens qui travaillent spécialement dans les laboratoires qui trafiquent, non. C'est les gens qui sont au-dessus, qui prennent des décisions. Personnellement, c'est ce que je crois. Après, bien sûr qu'il y a toujours des gens corrompus, hein, des deux côtés, même dans les laboratoires, voilà. Mais en haut, c'est en haut, surtout en haut, que eux, ils prennent des décisions. Et c'est par rapport au film, c'est ça. C'est un truc de fou. Ça montre ça, en fait. Des milliards, comment ça? S'il y a quelqu'un d'un laboratoire qui fait des études par rapport à ce médicament, qui travaille chez eux, et qui découvre que c'est toxique, en gros, c'est ça dans le film. Ils veulent pas, en gros, ils vont pas abandonner et ils vont vous trouver en gros des choses. Mais si, regardez, il y a ça comme étude quand même, attendez. Et c'est un très beau film que j'invite à regarder. Ça reste un film, bien qu'il soit basé sur des faits réels, d'accord? Je dis pas tout le film en soi, il est réel, mais c'est basé sur des faits réels. Après, vous avez juste à chercher vous-même par rapport à ce médicament et vous verrez que c'est officiel, d'accord? C'est pas des fake news, ça, d'accord? C'est comme le film Dark Water, d'accord? C'est basé sur des faits réels, d'accord?
Et c'est un très très beau film aussi, hein. Donc je vous mettrai tout ça, Inch'Allah, toutes les descriptions que je vous ai dit, je vous mettrai en description, Inch'Allah. Donc ce que je vais faire, c'est que voilà, je vais vous laisser avec les deux vidéos. Ce que moi j'invite, c'est à chaque fois, même dans le domaine religieux, ce que je dis, soyez ouverts d'esprit et pas fermés. Parce que l'étroitesse d'esprit, ça fait des dégâts, d'accord? Alors que l'ouverture d'esprit, ça a des bons fruits. Faut pas avoir peur de confronter, faut pas avoir peur de confronter ce qui est contradictoire avec nous, ce qui est contre nous. Parce que, comme il disait l'imam Shafi'i, je le lis dans le sens, hein, je me rappelle plus exactement, mais c'est dans le sens il disait. Par rapport au débat, lorsqu'il débattait, il disait quoi? C'est dans ce sens que je dis, hein. Je me rappelle plus exactement la parole, mais ça va dans ce sens. L'imam Shafi'i, lorsqu'il débattait, il disait: il se peut que lorsque je débat, je pense avoir raison alors que j'ai tort. Et il se peut que celui en face de moi a raison alors que je pense qu'il a tort. Des fois, on est tellement convaincu d'une chose, surtout si on est dans un groupe, par exemple anti-vaccin, on a du mal à se remettre en question. Et on a du mal à concevoir que des gens vont mentir. Ou pour nous, c'est non, non, il ne faut pas mentir, attendez. Oh. Et c'est pareil de l'autre côté. Les pro-vaccins, ils ont du mal, certains, ils ont du mal. Donc c'est général, hein. Il y a toujours des gens qui sortent des deux groupes, hein, ou ainsi de suite, d'accord. Après, il y a toujours, pour ma part, il y a une position de juste milieu dans la vaccination, comme j'ai dit. Bref, c'est ma position pour l'instant. Et pareil, chez les pro-vaccins, il y a pas, certains, voilà, ils n'ont pas de remise en cause, ils crient direct au complot, alors que c'est bien plus complexe qu'on veut le faire croire. Déjà, si eux-mêmes, les scientifiques, ils divergent entre eux, c'est qu'il y a quand même des choses, voilà, à prendre en compte. Et c'est pareil, il y a un donné, ça serait une dernière chose. Ça, c'est une chose pour moi qui n'a aucun poids. Ça n'a pas, pour moi, ça n'a pas de poids du tout. Ah, d'une certaine manière, hein, d'accord? J'en fais pas une, voilà, dans le sens, j'en fais pas une vérité absolue. Les gens qui vous disent, mais il y a un consensus scientifique, par exemple, sur les vaccins. Je prends un exemple, d'accord? C'est un exemple, hein. Ça, pour moi, ce n'est pas un argument. Pourquoi? Par rapport dans l'islam, il est arrivé au cours de l'islam que des savants avaient rendu des avis et la majorité disait que telle chose, tu ne pouvais pas faire telle chose. D'accord? Il y arrivait un temps dans l'islam où, par exemple, il disait qu'on ne pouvait pas faire deux mosquées dans la même ville. Pourquoi? Parce qu'il se basait sur le verset du Coran qui parlait des masjids qui étaient au temps du prophète sallam pour faire le conflit. Donc il disait que le prophète sallam, donc la majorité des savants, ils disaient qu'on ne pouvait pas faire deux mosquées dans la même ville. Parce que justement, pour pas que ça fasse conflit, qu'il y a des mosquées qui sont en gros comme les mosquées des hypocrites au temps du prophète. D'accord? En gros, ils se basaient sur ça. Et il y avait un avis minoritaire qui te disait si tu pouvais. C'était les Hanafites, si je ne me trompe pas. Et ce qui s'est passé, c'est que cet avis minoritaire, eh ben, il s'est retrouvé à être majoritaire. L'avis minoritaire est devenu après par la suite l'avis majoritaire qui a été adopté. Et donc c'est pour ça qu'après il y a eu des mosquées dans les grosses villes, dans plusieurs mosquées dans plusieurs villes. Voilà, donc ça c'est pas une preuve. Et il y a une autre preuve encore, parce que là je parle religieux, donc s'il y a des gens qui ne sont pas religieux, ils vont dire ouais mais voilà, ça, pour nous on s'en fout de l'islam, on s'en fout, on n'y croit pas par exemple. Bah, je vais vous prendre un exemple concret. Vous avez le domaine, en gros, en ce moment où ça fait quelques années, les pro-platistes et les pro-terre sphérique. Et bah ça c'est pareil, c'est pas quand les gens qui disent oui c'est un argument consensus scientifique sur la vaccination que ça a des effets bénéfiques, c'est pas un argument. Parce que simplement, par le passé, les gens, la majorité, en gros nos ancêtres, ils disaient que la Terre était, en tout cas moi je suis sphérique, d'accord, hein, je précise, mais bref, c'est pas le débat, c'est pour vous montrer que ça c'est pas une preuve là. La majorité c'est pas une preuve en soi. C'est pas une preuve absolue plutôt, c'est pas une preuve absolue. D'accord? Les gens avant ils disaient que la Terre était plate. La majorité. Mais il y avait des avis minoritaires, ou plus ou moins un certain temps, on va dire de façon, d'accord, qui disaient que la Terre était sphérique. Bah, qu'est-ce qui s'est passé maintenant par la suite? C'est l'effet inverse. Il y a une majorité qui disent que la Terre est sphérique et une minorité qui continue à dire que la Terre est plate. Donc c'est aucunement un argument en soi. Il ne faut pas prendre un argument, dire que par exemple ça c'est un argument, dire que il y a un consensus scientifique. Ce n'est pas un argument absolu. D'accord, ça a un fort impact, mais ce n'est pas, il ne faut pas penser que dans l'absolu c'est ça. Parce que par le passé, regardez, pour ceux qui sont, entre guillemets, qui pensent que la Terre est sphérique, d'accord? Forcément, les anciens, ils avaient tort. Parce que c'était avec leur temps, leur recherche, d'accord? Donc, l'argument de consensus n'est pas une preuve absolue en soi.
Donc ça, quand on me dit, moi, quand on me dit ça, le consensus, pour moi, c'est pas un argument en soi. C'est par le passé, les gens ils disaient que la Terre était plate, ils étaient majoritaires à dire ça, et une minorité disait que la Terre fut un temps, hein, d'accord, parce qu'après ça a évolué. Et donc la minorité, une certaine minorité qui disait que c'était sphérique. Et après ça a changé. Donc c'est pas un argument. Donc voilà, moi ce que je veux vous inviter encore une fois, c'est à la réflexion, à être ouvert d'esprit. Et quand je dis ouvert, ça veut pas dire que tu vas accepter ce qu'il dit. Non, tu vas étudier ce qu'il dit pour comprendre ce qu'il veut dire. Et après, si t'as convaincu, ça c'est une chose. Mais quand je dis, c'est d'être ouvert, c'est dans le sens, c'est de regarder les deux pour comprendre ce qu'il a voulu dire. Ça ne veut pas dire que si tu vas étudier ce qu'il va dire, tu vas l'accepter. Non, c'est le comprendre. C'est comprendre ce qu'il veut dire et pas de crier, par exemple, sur les vaccins. Ouais, ils disent n'importe quoi, les pro-vaccins, en gros, c'est des crapus, c'est des corrompus, tout ça, ainsi de suite, et mettre tout le monde dans le même sac et en gros faire une généralité. Non. Il y a toujours des nuances à faire, des deux côtés. D'accord? Bon, c'est tout. Inch'Allah, je vous laisse sur ceci. Bon visionnage avec les deux vidéos. Et n'oubliez pas les vidéos qui seront en description et les articles qui seront en description, qui sont très importants aussi. D'accord? En tout cas, je vous remercie tous. Et n'hésitez pas à partager, à liker, ainsi de suite, si vous aimez. D'accord? Et j'espère que ce sera bénéfique, Inch'Allah. D'accord? Barakallahu fikum wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ila al-liqa akhar, Inch'Allah. Bonjour à tous, pour faire cette vidéo sur les vaccins, j'ai décidé pour une fois de traiter la question vraiment objectivement, sans aucune caricature. Parce que je pense que le sujet est trop grave ici, il s'agit quand même de la santé de tous. Alors je me suis permis de contacter un couple de spécialistes en pharmacologie et immunologie, et puis je suis allé leur poser sans détour toutes les questions les plus importantes qu'on pourrait se poser à propos des vaccins. Et vous allez voir qu'ils répondent avec sincérité et avec des mots simples que tout le monde pourra comprendre malgré la complexité de ce domaine pour les non-spécialistes. J'espère que cet entretien vous plaira, sachez en tout cas que cette vidéo est avant tout informative, en amateur, non monétisée, non sponsorisée par qui que ce soit. Il n'y a donc aucun autre intérêt en jeu que votre santé. Donc Élise et Thomas, bonsoir. Bonsoir. Merci de me recevoir chez vous pour cette interview sur les vaccins. Vous êtes tous les deux médecins, spécialisés en biologie médicale. Alors peut-être que vous allez pouvoir nous expliquer votre spécialité, en quoi c'est lié à l'immunologie et les vaccins, et en quoi vous connaissez bien ces domaines-là. Mais d'abord, permettez-moi de vous poser une petite question qui va peut-être vous sembler un peu absurde, mais qui va quand même intéresser, j'en suis sûr, celles et ceux qui vont regarder cette vidéo. Est-ce que vous travaillez pour Big Pharma? Est-ce que vous avez un intérêt quelconque pour les vaccins? Alors, non, absolument pas. On est tous les deux docteurs en pharmacie, spécialisés en biologie médicale. Donc en fait, ça veut dire que notre travail à nous se passe dans le laboratoire d'analyse médicale. Donc ça consiste en réaliser des prélèvements pour faire des analyses qui arrivent à un diagnostic médical. Donc en fait, ça n'a rien à voir avec les laboratoires de production de médicaments, de vaccins, de choses comme ça. Le but des laboratoires d'analyse, c'est de faire des diagnostics. Et en quoi vous connaissez bien l'immunologie et les vaccins du coup? Alors en fait, la biologie médicale, elle est séparée en plusieurs disciplines. Il y a l'hématologie, il y a la biochimie, il y a la bactériologie, il y a l'immunologie, il y a la parasitologie, la virologie, ainsi de suite. Et toutes ces disciplines-là, on les étudie parce qu'en fait, elles font partie de notre travail. Avec ma deuxième question, je vais rentrer plus dans le vif du sujet. Comment agit un vaccin? Quels sont les différents types de vaccins? Le principe de la vaccination, c'est qu'on va stimuler le système immunitaire de l'individu en lui administrant ou une bactérie ou un virus contre lequel on va lui apprendre à se défendre. Et à partir de là, le patient il va développer des anticorps pour combattre cette infection et il va également garder des lymphocytes mémoire, donc des globules blancs qui vont garder la trace de ce contact, la trace de ce microbe. Et à partir de là, il pourra se défendre contre les agressions ultérieures. En fait, on distingue plusieurs types de vaccins en fonction de leur mode de préparation. Donc on a les vaccins vivants atténués, on injecte l'agent pathogène, donc l'antigène dont on a parlé tout à l'heure, sous forme vivante, mais sa virulence, elle a été annihilée, c'est-à-dire qu'il est plus capable de déclencher l'infection. Donc c'est le cas par exemple du BCG et du RER. Il y a en comparaison de ça les vaccins qu'on appelle inactivés, là c'est le microbe entier carrément tué par la chaleur ou un autre traitement. On a là-dedans ce qu'on appelle des anatoxines qui sont
la bactérie ou le virus peuvent produire des toxines qui vont être responsables des symptômes qu'on observe, et on va utiliser ces toxines-là, encore une fois inactivées, mais juste la toxine, sans l'agent capable de se reproduire, sans l'agent infectieux, pour générer une réponse immunitaire dans un vaccin. Donc c'est ce qu'on appelle les anatoxines. Et il y a différents aussi modes d'administration. Le plus souvent, c'est par injection intramusculaire, sous-cutanée, intradermique, mais il y en a aussi certains qu'on donne par la bouche. Alors, troisième question ensuite, est-ce que l'on peut prouver l'efficacité des vaccins ? Eh bien oui, et on a des données très précises là-dessus, c'est-à-dire qu'on a pu, grâce à la vaccination, éradiquer complètement la variole dans les années 60. Actuellement, on ne vaccine plus contre la variole puisque la maladie a complètement disparu. Depuis la mise en place de la vaccination contre la poliomyélite, on a eu une baisse de 99% de l'incidence de la maladie, mesurée entre 88 et 2003. Donc on a une diminution extrêmement significative des nouveaux cas de ces maladies depuis la mise en place de la vaccination. Et actuellement, l'OMS estime qu'on en évite entre 2 et 3 millions de décès par an grâce au vaccin. Pour reprendre des chiffres un peu plus précis en France, on estime on a mesuré que les cas de rougeole sont passés de 900, si je ne me trompe pas, 859 à 9 cas par an pour 100 000 habitants depuis la mise en place de la vaccination. Ce qui est important de bien comprendre avec les vaccins, c'est qu'en fait, il ne faut pas simplement mesurer la baisse de la mortalité depuis la mise en place du vaccin, mais aussi la baisse de l'incidence, c'est-à-dire de la survenue des maladies depuis le vaccin. Ce qu'elle dit ici est très important. Un des gros arguments des gens qui ne croient pas en l'efficacité des vaccins est de dire que la mortalité avait commencé à baisser avant l'introduction du vaccin, ou de l'obligation du vaccin. Forcément, les traitements et les mesures de prévention ont parfois réduit la mortalité avant l'introduction des vaccins. Mais si à la place de la mortalité on prend simplement les chiffres de l'incidence, c'est-à-dire du nombre de cas de maladie, là on se rend compte que tout change à partir de l'introduction des vaccins. Alors ne vous faites pas avoir par cette manipulation des chiffres et des graphiques. La mortalité n'est pas la seule donnée importante. On parle ici de maladies qui peuvent laisser des séquelles graves. Et peu importe que certaines de ces maladies puissent être traitées, car les traitements sont plus dangereux que les vaccins. Faut pas se dire maintenant on arrive à traiter donc c'est pas grave. Les traitements peuvent être toxiques aussi, et en plus de ça il y a les personnes fragilisées, tout ce qui est personnes âgées, personnes immunodéprimées, jeunes enfants, énormément les jeunes enfants, les nourrissons. Ces gens-là, on a beau avoir un traitement plus ou moins efficace derrière, les personnes fragiles, ils vont quand même faire des complications graves et potentiellement décéder. Donc c'est pas parce qu'on s'est amélioré que pour le commun des mortels entre guillemets qu'il reste pas des personnes fragilisées et que les traitements sont une totale innocuité. Donc il vaut, dans tous les cas, mieux éviter de ne pas attraper la maladie. Alors maintenant, quatrième question qui va être d'une certaine importance pour ceux qui s'inquiètent des effets des vaccins. Qu'est-ce qu'on risque en se vaccinant ? Quels sont les effets secondaires vraiment prouvés des vaccins ? On peut distinguer deux types d'effets secondaires. Alors, les effets indésirables qui vont être moyennement fréquents. Quand je dis moyennement fréquents, c'est un peu plus de 1% des cas. Ça va être des effets qui vont être passagers, qui vont être bénins. Ça va être par exemple une légère fièvre ou une douleur au point d'injection du vaccin. Quand on pique. Voilà. C'est ça. Bien sûr. Et la fièvre, elle est due à la stimulation du système immunitaire, et c'est plutôt une bonne chose, puisque ça prouve que le vaccin est efficace. Donc en fait, la fièvre, elle est due aux globules blancs qui stimulent notre système immunitaire. Elle n'est pas due du tout aux agents pathogènes qu'on injecte dans le patient. Ça prouve que les globules blancs ont reconnu l'antigène en question et qui répondent en stimulant la production d'anticorps. D'accord. Et à côté de ça, on distingue aussi des effets indésirables beaucoup plus rares, mais qui peuvent être plus graves, notamment des chocs anaphylactiques, qui sont dus à des réactions allergiques au vaccin ou à l'un de ses excipients. Et ça, par contre, c'est plus grave et ça nécessite une prise en charge clinique. D'accord, donc ça peut quand même créer des allergies. C'est possible. En fait, comme toute substance, comme tout médicament, comme toute substance dans la nature, il y a des gens qui sont allergiques, ça peut générer des allergies. Ça, c'est pas lié spécifiquement au vaccin, en fait. C'est comme tout, comme les allergies aux piqûres de guêpes, voilà. Mais c'est un risque qui existe et qu'il faut... Comme les allergies à certains aliments, personne n'est à l'abri, théoriquement. Après, voilà. Il y a votre chat qui qui nous dérange un peu. Autre chose aussi, c'est que on peut se faire vacciner. Par contre, on a le droit de se faire vacciner et puis d'attraper un rhume avant ou après.
le vaccin ne va pas protéger de toutes les maladies. Donc souvent, on a des fois des effets qui vont arriver après une vaccination, des petits désagréments. Maintenant, est-ce qu'ils sont tous imputables au vaccin? Ça, on peut pas le savoir d'emblée. Ça nécessite de faire des études. Donc vous vous doutez que maintenant je vais vous poser la question inverse, 5e question. Qu'est-ce qu'on risque en ne se vaccinant pas? Quels sont les effets des maladies qui sont vaccinées aujourd'hui? Le premier risque, ça va être d'attraper la maladie, si on n'est pas vacciné. Donc on se met en danger soi-même. Et le deuxième risque, ça va être de la transmettre aux gens qui ne sont pas vaccinés, qui ne peuvent pas être vaccinés, ou, ça arrive aussi, qui ne répondent pas au vaccin. Donc, en ne se vaccinant pas, si vous ne vaccinez pas votre enfant, par exemple, vous le mettez en danger, mais vous pouvez aussi, vous mettez aussi en danger les autres enfants qui ne seraient pas vaccinés. On a eu par exemple des cas dans des crèches où arrivaient des enfants pas vaccinés qui avaient attrapé la rougeole mais sans déclencher la maladie. Et par contre, on avait dans cette crèche un enfant qui n'a pas pu être vacciné pour des raisons médicales parce que il avait une immunité qui n'était pas suffisante. Et à ce moment-là, l'enfant va attraper la maladie et lui faire une maladie grave. Donc on se protège soi, mais on protège aussi les autres par la vaccination. On protège les personnes jeunes, les personnes fragilisées. Ce qui explique pourquoi les crèches refusent les enfants qui ne sont pas vaccinés. Tout à fait. C'est pour ça. Par exemple, les infections à rougeole peuvent donner des complications respiratoires sévères, peuvent donner des encéphalites, et ça peut provoquer le décès du patient. Si on prend l'exemple de la poliomyélite, ça va donner des paralysies qui vont être gravissimes. Si on prend l'exemple de l'hépatite B, ça va donner une infection chronique du foie, dans à peu près 20% des cas, et cette infection, on n'en guérit pas, et ça va aller jusqu'au carcinome hépatocellulaire, qui est un cancer du foie. Et là, on a deux solutions, la greffe, avec toutes les complications qui vont avec, ou le décès du patient. On peut aussi parler du tétanos. Tétanos qui va donner une paralysie progressive, des détresses respiratoires. On peut parler des oreillons. Les oreillons qui peuvent donner des complications assez graves, surdité, stérilité. Mais alors, 6e question, quels sont les risques sanitaires en cas de couverture vaccinale moins grande dans la population? Donc, vous savez, à partir de quelle couverture vaccinale, véritablement, ça peut devenir un danger pour la société? Est-ce que c'est à partir de 80%, 70%, 50%? En fait, le seuil de définition qui a été établi par l'OMS, il est de 95% pour que la protection vaccinale soit suffisante. En fait, ce qui va se passer, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure aussi, c'est que si la protection, si on abaisse ce seuil, la maladie va d'abord être à bas bruit, elle va être là, il va y avoir des petits cas par-ci par-là, et puis à un moment, comme c'est des maladies qui ont un potentiel épidémique, et bien à un moment, ça va passer un certain seuil qui est propre à chaque maladie, et ça va flamber. On peut prendre l'exemple, par exemple, de la rougeole, où là, entre 2008 et 2012, on avait une couverture vaccinale qui était d'environ 70-72%. On a eu 23 000 cas recensés. Sur ces 23 000 cas, 80% des gens n'étaient pas vaccinés, 15% étaient vaccinés mais avaient eu une seule injection, contre 2 préconisées, et les 5% restants étaient vaccinés correctement, par contre ont développé la maladie. C'était probablement des patients qui n'ont pas répondu au vaccin, comme ça arrive régulièrement. Et par contre, on peut considérer que si la couverture vaccinale avait été de 95%, ces patients-là n'auraient pas contracté la maladie. Les patients non répondeurs n'auraient pas eu. D'accord. En fait, le vaccin, il est entre guillemets victime de son succès, puisque plus il est efficace, moins la maladie est présente, et moins les gens voient la nécessité de se vacciner, puisqu'ils voient plus les effets de la maladie, et plus en parallèle, ils se concentrent sur les potentiels effets indésirables, minimes ou pas minimes, des vaccins. Et donc, moins ils en voient l'intérêt. En fait, on a ce qu'on appelle un espèce de biais de perception. Un cercle vicieux, en fait, aussi. Un cercle vicieux, et en fait, on a une disparité entre la gravité réelle de la maladie potentielle et la gravité supposée des vaccins. Et il y a un réel biais de perception entre ces deux choses-là qui sont absolument incomparables. 7e question maintenant, qui est aussi un gros sujet de controverse. Est-ce que un vaccin contenant 6 agents pathogènes, donc dit hexavalent je crois,
serait plus dangereux qu'un vaccin qui n'en contiendrait que 3, par exemple le vaccin DTP. Il est déjà plus intéressant parce que le patient aura besoin de moins d'injections pour être immunisé. Et donc moins d'adjuvants aussi. Moins d'adjuvants aussi, moins de réactions inflammatoires, moins d'effets indésirables. Et d'un autre côté, c'est pas parce que on a des vaccins qui vont être regroupés dans une seule injection que l'individu, on va dire l'enfant, va être exposé à plus d'antigènes. Par exemple, au début du siècle, les gamins américains, ils étaient vaccinés que contre la vérole. Il y avait plusieurs centaines d'antigènes dans ces vaccins, c'était des vaccins grossiers qu'on maîtrisait mal, et il y avait plusieurs centaines d'antigènes dans un même vaccin. Là maintenant, on arrive à purifier de plus en plus, à sélectionner les antigènes qui nous intéressent, et maintenant, sur des vaccins qui vont immuniser contre plusieurs maladies, on est exposé à quelques dizaines d'antigènes. Donc la réponse immunitaire, elle est théoriquement plus faible. Et il faut rapporter ça aussi au nombre d'antigènes auxquels on est exposé tout au long de la journée. Un bébé, il va être, dès les premiers jours de sa vie, il va être exposé à plusieurs milliards d'antigènes. Il contient 10 fois plus, il est exposé à 10 fois plus de bactéries autour de lui qu'il ne contient de cellules dans son corps. Donc, on regarde ça, l'exposition à quelques dizaines d'antigènes des vaccins, elle est vraiment minime. Donc en fait, cette espèce de perception entre 3 ou 6 différents pathogènes, c'est rien, quoi. Oui, et puis il n'y a aucune étude qui montre que le vaccin hexavalent serait plus dangereux ou moins efficace que le vaccin trivalent. D'accord. Alors, 8e question, comment sont évaluées l'efficacité et les effets indésirables des vaccins avant leur autorisation de mise sur le marché ? Et nous, en tant que simples citoyens, est-ce que l'on peut accéder à ces évaluations ? En fait, les vaccins, ils sont évalués au même titre que tous les médicaments, c'est-à-dire qu'ils subissent plusieurs phases d'essais cliniques pendant plusieurs années avant d'être effectivement mis sur le marché. Il y a 4 phases en tout, et les 3 premières se déroulent avant l'exposition au grand public, donc elles sont faites sur un nombre restreint de patients tests, et elles vont servir en fait à mettre en évidence donc déjà l'efficacité du vaccin, est-ce qu'il est immunogène, est-ce qu'il arrive à créer une réponse immunitaire suffisante, les effets indésirables, ceux qui sont relativement fréquents, en tout cas c'est-à-dire une fréquence de plus de 1%, entre guillemets, tout ce qui est relaté en fait au calendrier vaccinal, c'est-à-dire quelle posologie on va donner, combien d'injections il faut faire, comment ça va s'étaler dans le temps, comment faire pour être le plus efficace en un minimum d'injections. Donc la sécurité, l'efficacité, les effets indésirables, on évalue tout ça pendant ces phases-là. Et ensuite, une fois que tout ça c'est bien bouclé, et bien là on va mettre le médicament sur le marché et passer à la 4e phase qu'on appelle la phase de pharmacovigilance. En fait, cette phase, elle va durer durant toute la vie, toute l'existence du médicament. Et le médicament ou du vaccin, c'est la même chose. En fait, c'est simplement pour expliquer qu'on ne lâche jamais la surveillance sur un médicament ou un vaccin. Tout au long de sa vie, il va être surveillé pendant cette 4e phase. C'est une forme de veille, ça. Et c'est assuré par qui, alors, cette veille ? Ça fait partie de la veille sanitaire. C'est assuré par les médecins qui font remonter les informations d'effets indésirables constatés par les patients. Les médecins ou n'importe quel praticien de santé, en fait. Ça peut être les pharmaciens, ça peut être les biologistes médicaux, ça peut être plein de monde. Et à partir du moment où il y a un effet indésirable, il remonte. Et au niveau des conseils de sécurité sanitaire, des choses comme ça, des études sont faites et on évalue si effectivement cet effet-là peut être attribué au vaccin, au médicament, est-ce qu'il faut le retirer, est-ce qu'il faut en tirer des conséquences. Donc toute sa vie, un vaccin, il est évalué, au même titre que les autres médicaments. Et c'est là qu'on a pu notamment lever les suspicions de risque de sclérose en plaques par rapport au vaccin d'hépatite B. C'est là qu'on a vu qu'il y avait... Il y a une étude donc qui a été faite par rapport à ça. Tout à fait. Enfin, c'est surtout que toutes les études qui ont été faites ont montré qu'il n'y avait aucune corrélation entre la vaccination contre l'hépatite B et la sclérose en plaques. D'accord. Pareil, on n'a vu aucune corrélation entre la vaccination et l'autisme. Aucune corrélation entre la vaccination et les encéphalites. Mais c'est les effets indésirables qui
qui avait été supposé, donc c'était le rôle des autorités de s'en assurer. Et il faut savoir que dans le cadre de l'autisme et du RER, il y a quand même, dans ces deux cas, une fausse publication, enfin une publication qui a été à chaque fois démontée par les publications scientifiques qui ont suivi, c'est-à-dire que non seulement ces publications n'ont pas retrouvé ces effets-là, mais qu'en plus, en étudiant de plus près les publications qui dénonçaient ces effets-là, on s'est rendu compte, et ça, la communauté scientifique est unanime là-dessus, on s'est rendu compte que dans un cas, les calculs étaient biaisés, et dans l'autre cas, les conclusions pouvaient pas du tout être celles qui avaient été données. C'est-à-dire que dans tous les cas, c'était des études. Dans le cas de l'autisme, on a même parlé de fraude scientifique, carrément, pour cette étude-là. Donc les gens ont préféré croire un médecin qui a fait une étude complètement biaisée plutôt que le consensus de tous les médecins qui étaient d'accord pour dire que c'était biaisé. Quoi. Ouais. Alors qu'en plus, ça a été démontré que cette étude était pas valable, quoi, du tout. D'accord. Et ça a créé beaucoup de doutes dans l'esprit des gens, qu'une autorité scientifique comme lui, comme un médecin, va remettre en cause la vaccination. Ça a créé un réel impact, justement, dans la société. Alors, 9e question, est-ce qu'il y a déjà eu des problèmes sanitaires liés aux vaccins, des vaccins qui auraient été retirés du marché, par exemple, ou vraiment, des problèmes qui ont été réels? Alors, en fait, en termes de scandale sanitaire, en 1901, aux États-Unis, il y a eu une série de vaccinations contre la diphtérie, pour laquelle 20 enfants ont été contaminés par la toxine tétanique. C'est pas la même maladie. Et en fait, sur ces 20 enfants, il y en a 14 qui sont décédés. Encore une fois, pour prouver que ça prouve que le tétanos, c'est une maladie dangereuse et qu'il faut se vacciner pour le tétanos. Voilà. Mais ceci mis à part, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le vaccin a été contaminé par une souche de tétanos au moment de sa production. Donc là, ce qui est mis en cause, c'était pas le vaccin, c'était effectivement comme n'importe quel aliment, quand on va au restaurant ou quand on produit un médicament, c'était une contamination. Et en fait, cet événement-là a amené justement les États-Unis à légiférer sur les produits d'origine biologique pour éviter que ça ne se reproduise. Et effectivement, à ce moment-là, ça a été un scandale sanitaire, mais qui n'était pas lié au vaccin en fait, qui était lié à une erreur de production, quoi. Il y a eu aussi en Allemagne, en 29 à Lübeck, un accident lorsqu'on a vacciné plusieurs centaines d'enfants avec une souche de BCG, le vaccin contre la tuberculose, avec une souche qui était mal atténuée. Ces enfants ont contracté la maladie, il y a eu plusieurs dizaines de décès et plusieurs centaines de gamins invalides. C'est un problème qui était dû à une mauvaise maîtrise de la technique de l'époque. C'est plus le cas maintenant, mais ça a contribué justement à jeter un gros discrédit contre la vaccination. Et justement, sur l'hépatite B, il n'y a pas eu aussi de scandale par rapport à ça? Il n'y a pas eu de scandale, mais c'était dans les années 90, au moment où il y avait cette suspicion de risque de sclérose en plaques due à ce vaccin. Les autorités de l'époque ont eu, je pense, un mauvais choix, c'est-à-dire on dit, on continue de vacciner, par contre, les lycéens, on les exclut des vaccinations obligatoires. Et du coup, au niveau du message pour la population, c'était dramatique, parce que ils se sont dit, c'est un vaccin, du coup, qui est peut-être plus efficace, ou alors qui est peut-être pas inoffensif. Et c'était un très mauvais message, qui a beaucoup fait baisser la couverture vaccinale contre l'hépatite B. Alors, 10e question, y a-t-il un risque sanitaire lié aux adjuvants, comme les sels d'aluminium par exemple? Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que le problème, c'est pas vraiment les vaccins en soi, mais que ce serait plutôt ce qu'on y met avec, comme les adjuvants. Alors déjà, pour reprendre ça, dans un vaccin, il y a effectivement l'antigène dont on a parlé, entre guillemets, c'est ça qui fait la nature du vaccin. Il y a l'adjuvant, c'est ce qui va aider à déclencher la réaction immunitaire. Mais il n'y a pas que ça dans un vaccin, il y a aussi des stabilisants, des conservateurs et des antibiotiques. Les conservateurs et les antibiotiques vont éviter les contaminations et les stabilisants vont permettre la conservation dans de bonnes conditions du vaccin avant l'ingestion. Donc il y a tous ces trucs-là, tout ce qui est en dehors de l'antigène, qu'on appelle le principe actif, puisque c'est ça qui va fonctionner, c'est ce qu'on appelle les excipients. Donc potentiellement, quand on parle de toxicité, on peut parler de n'importe quoi dans ces excipients, en fait. Mais c'est vrai que parmi toutes ces choses-là, ce qui est le plus controversé, c'est un des adjuvants qu'on appelle l'aluminium.
En fait, l'aluminium, on va le rencontrer dans à peu près une trentaine de vaccins en France, c'est à peu près la moitié des vaccins disponibles. Ils contiennent de l'aluminium parce que l'aluminium, c'est un booster de l'immunité. Sur ces vaccins, si on met pas d'adjuvant, si on met pas d'aluminium, le vaccin il est inefficace et il n'y a pas de réaction inflammatoire, il n'y a pas de développement de l'immunité. Il se trouve que dans les années 90, il y a eu des cas de patients qui ont développé une maladie qui s'appelle la myofasciite à macrophage, qui est une lésion tissulaire dans on va retrouver en fait au niveau de ces lésions, autour des cellules qui sont des macrophages, des petits dépôts d'aluminium. C'est à peu près 500 cas qui ont été recensés ces 15 dernières années. C'est rare, mais c'est quand même une maladie qui est invalidante, donc c'est pas anodin. Et en fait, on a mis en cause les vaccins parce que eux aussi contiennent des sels d'aluminium. Du coup, l'Académie de pharmacie s'est prononcée, s'est penchée dessus, et elle en a conclu que le rapport bénéfice-risque des vaccins contre l'aluminium était très largement en faveur de la vaccination. On n'a pas de preuves suffisantes pour montrer que les vaccins contre l'aluminium développent ou induisent un risque de développer la myofasciite à macrophage. Mais contrairement à des bêtises unanimement rejetées comme l'autisme ou la sclérose en plaques, le rôle des sels d'aluminium dans la myofasciite est un sujet sérieux et très controversé même chez les spécialistes en immunologie. Et certains comme le français Gérardi ou l'israélien Schoenfield font valoir que l'aluminium injecté pourrait en fait s'évacuer d'une manière différente de l'aluminium ingéré ou absorbé par la peau, ce qui aggraverait le cas des patients atteints de myofasciite à macrophage. Il faut savoir aussi que la quantité d'aluminium contenue dans ces vaccins elle est minime par rapport à ce qu'on consomme dans les cosmétiques, dans l'alimentation. Même pour un bébé, la dose d'aluminium qu'il va avoir en regard de tous les vaccins qu'il aura dans sa vie, elle est négligeable par rapport à tout ce à quoi il est exposé au cours de sa vie. Finalement, on absorbe beaucoup plus de sels d'aluminium avec d'autres produits de consommation. Ah oui, clairement plus. Clairement plus. D'accord, très bien. Mais du coup, pourquoi ne pas tout simplement remplacer les sels d'aluminium par un autre adjuvant pour éviter tous ces problèmes ? On n'a pas d'autres adjuvants, pas d'autres boosters efficaces et inoffensifs pour le moment sur le marché. Il faut préciser cependant qu'il existe un adjuvant supposé plus sûr et inventé par la clinique Pasteur, le phosphate de calcium. Rien ne garantit cependant qu'il soit plus sûr que les sels d'aluminium sur le long terme. Et vu que la France est le seul marché à réclamer un changement d'adjuvant, ce changement apparaît aujourd'hui comme peu rentable pour les laboratoires. Bon, maintenant, 11e question qui fâche un peu, hein. En ce moment, surtout, pourquoi avoir rendu obligatoire les 11 vaccins, dont la plupart étaient auparavant seulement recommandés ? Qu'est-ce que vous pensez de cette décision ? Est-ce que c'était une bonne décision ? Alors, il n'y a pas des vaccins obligatoires qui seraient efficaces et les vaccins recommandés qui ne le seraient pas. Ils sont tous aussi efficaces, seulement les vaccins obligatoires, c'était historiquement quand il y avait une épidémie. Maintenant, on est actuellement face à une baisse de la couverture vaccinale pour beaucoup de vaccins. Du coup, le gouvernement il est face à deux mauvais choix. Ou on rend toutes les vaccinations recommandées et non obligatoires. Dans ces cas-là, le risque, c'est que on se dise du coup, les vaccins sont plus obligatoires, donc ils sont pas efficaces. Donc, on risque d'avoir une baisse de la couverture vaccinale. Ou alors, on rend tous les vaccins, ces 11 vaccins, obligatoires. Et là, dans ces cas-là, on espère déjà que la couverture vaccinale va augmenter, mais le risque, c'est de braquer les gens, et que les gens se disent, on nous prive de nos libertés. Donc finalement, il a pris une décision qui n'est pas forcément la bonne, mais il n'y avait pas de bonne décision possible. Il a pris peut-être la moins mauvaise. Quelque part, est-ce qu'on a le choix ? Est-ce qu'il faut prendre le risque de laisser ressurgir ces maladies-là ? Alors qu'on sait qu'elles sont dangereuses et qu'on sait qu'elles ont un potentiel épidémique. Et ça, on en est sûr, par contre. On sait qu'elles tuent des gens, on sait qu'elles peuvent avoir des séquelles graves, et on sait qu'elles se transmettent bien. Enfin, certaines d'entre elles se transmettent bien. C'est vrai qu'il n'y avait pas de bon choix à faire pour le gouvernement, mais selon moi le mieux aurait peut-être été encore le statu quo, pour ne pas braquer les gens contre les vaccins.
Il y a actuellement une telle rupture de confiance de la population envers les dirigeants et les scientifiques qu'une telle obligation est immédiatement perçue comme une atteinte injustifiée aux libertés, voire pire, une volonté maléfique d'empoisonner la population. On s'aperçoit d'ailleurs que la couverture vaccinale est aussi bonne dans certains pays développés où les vaccins ne sont pas imposés par la loi, ce qui montre qu'il vaudrait mieux expliquer aux gens les bénéfices et les risques et les laisser choisir en conséquence plutôt que de les contraindre. Mais on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Je voudrais vous remercier quand même de m'avoir reçu ici et puis d'avoir accepté de répondre à toutes mes questions au cours de cette interview. Bah, merci à vous d'avoir fait cette vidéo, c'est un sujet important. Avec plaisir. Voilà, j'espère que ce nouveau format de vidéo d'entretien avec des spécialistes vous aura plu. En tout cas, il y en aura peut-être d'autres sur cette chaîne. Et moi, en attendant, je vous dis à la prochaine vidéo du Debunker. Salut à tous! Catch every single pieces of my life. So much people crying, some of them were laughing. Bonjour à tous, bienvenue sur cette dernière vidéo que je fais avec Michel Delorgeril, consacrée donc, du coup, à tous ces domaines passionnants de la santé. On a parlé donc, du cholestérol, on a parlé du régime méditerranéen, on a parlé donc, de l'alimentation, de stress, d'activité physique. Et sur cette dernière vidéo, on va parler des vaccins, car Michel Delorgeril donc, a écrit plusieurs ouvrages sur le sujet récemment. Il est actuellement en cours d'écriture, il m'a expliqué d'ouvrages complémentaires sur les vaccins. Sujet compliqué, car la politique vaccinale française du coup, a récemment changé avec l'introduction de 8 nouveaux vaccins depuis le 1er janvier 2018. Donc maintenant, nous sommes à 11 vaccins obligatoires pour pouvoir du coup, rentrer dans les cordes, si je puis dire. La conséquence, c'est qu'aujourd'hui, si on prend des enfants, s'ils n'ont pas ces 11 vaccins, ils ne peuvent plus aller en crèche, ils ne peuvent plus avoir on va dire l'environnement normal que peut avoir un enfant. Conséquence, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Michel Delorgeril, quel est votre avis sur le sujet, sur l'introduction de ces 8 nouveaux vaccins pour parler des vaccins obligatoires? Alors c'est un sujet compliqué et c'est un sujet extrêmement polémique. Il est tellement polémique que pratiquement il est interdit d'en parler. Nous, on en parle. Voilà. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire, ce qui arrive à propos des vaccins, c'est que d'un côté, vous avez des administrations, des académies, des universitaires qui ne cessent de dire qu'il faut lutter contre les fake news, vous savez, oui, et qui ne cessent de diffuser des fake news. C'était quelque chose d'absolument extraordinaire. Et en face, il y a un mouvement. Alors, certains disent les anti-vax, d'autres disent les hésitants, qui sont là, pétrifiés, à se demander mais pourquoi on les oblige à faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire. Et c'est aussi bien du côté des médecins que du côté des familles. Alors, c'est vrai qu'objectivement, quelqu'un qui est un peu au milieu, qui veut savoir la vérité, c'est compliqué parce qu'on lit vraiment tout et son contraire sur le vaccin. C'est vraiment Exactement. C'est le bordel, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi. Non, mais vous dites très bien les choses. Vous dites très bien les choses. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que ce qui caractérise la médecine des vaccins, c'est l'incroyable pauvreté scientifique. Voilà, c'est aussi simple que ça. Quand il n'y a pas de données scientifiques solides, eh ben, chacun dit un peu n'importe quoi. Et c'est ce qui se passe du ministère jusqu'aux médecins généralistes ou aux pédiatres. On raconte absolument n'importe quoi. Et depuis quelques années, moi j'ai été frappé évidemment par l'épidémie de H1N1, avec ce folklore autour de… Voilà, on ne va pas dire du mal des ex-ministres, mais c'était vraiment folklorique. Et là, vraiment, j'ai eu un problème. J'étais déjà dans le doute auparavant parce que moi-même, on a dû me vacciner 20 fois contre la tuberculose avec le BCG. Et chaque année, on me faisait une cutie et chaque année, on constatait que la cutie n'avait pas viré. Donc, vous voyez, en tant qu'individu, moi-même, je me disais à quoi ça sert ce BCG. Et alors, le BCG, vous voyez, a été obligatoire et il ne l'est plus. Comme quoi, on peut à une certaine époque dire que c'est ainsi la loi, et puis quelques années plus tard, oublier qu'on a été extrêmement autoritaire, pour ne pas dire coercitif. Alors avec les 11 vaccins obligatoires dont vous parlez, c'est probablement ce qui va se passer, mais comme toujours dans les sciences médicales, il va falloir du temps pour que les gens comprennent.
Alors, évidemment, il y a des intérêts commerciaux derrière, hein, considérables. Dans les livres que vous avez écrits autour des vaccins, je crois que vous avez essayé d'être factuel et d'interroger la science, en fait, pour savoir en fait vraiment qu'est-ce qu'il en était. Est-ce que c'était une bonne ou une mauvaise chose d'avoir ces 8 nouveaux vaccins dans la liste? Oui, ma question était simplement ça. Qu'est-ce que j'ai comme données scientifiques solides pour légitimer l'obligation? Est-ce que vous êtes arrivé à une conclusion, du coup? Alors, je suis en train d'écrire le 6e livre, qui sortira probablement au début de l'année prochaine, et qui termine les 11 vaccins. Après, j'aurai le vaccin contre la grippe, le vaccin contre les papillomas, le vaccin contre le varicelle zona, etc. Mais pour les 11 vaccins obligatoires pour les nourrissons, voilà, je suis arrivé quasiment au bout et je suis stupéfait. Je vous le dis franchement, voilà, de la pauvreté des données scientifiques. D'accord. Et alors, évidemment, comme toujours dans ces cas-là, les politiciens, les fonctionnaires, etc., moins ils ont des données, ça c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. Alors là, moins il y a de données et plus on est coercitif. C'est un paradoxe tout à fait étonnant. Et alors, quand vous analysez ensuite les données, vous savez, c'est un énorme travail parce qu'il faut retourner dans les archives. Hein, vous savez, sur le tétanos, sur la diphtérie, c'est des maladies qu'on ne voit pas. 99,9% des médecins n'ont jamais vu de tétanos, n'ont jamais vu de diphtérie, n'ont jamais vu de polio en phase aiguë. Vous voyez, et pourtant, on va vous raconter des choses qui sont fausses. Vous voyez, on va vous dire, par exemple, je vais prendre un exemple très simple qui est répété à tort et à travers par les ministres, le vaccin a permis d'éradiquer la variole. C'est faux. Il suffit de regarder les archives de l'OMS. Et l'OMS n'est pas une structure indépendante, c'est une structure internationale financée par les États et financée par l'industrie pharmaceutique. Hein, c'est comme l'UNICEF, etc. Et donc, l'OMS dit dans ses rapports finaux concernant la variole, où ils disent bon, on peut arrêter de vacciner, nous avons vaincu la variole, mais le vaccin a été un échec. C'est écrit en toutes lettres. Et bon, vous savez, des ministres, ils viennent vous dire le vaccin a permis d'éradiquer la variole. C'est faux. Et même l'OMS le dit, alors que c'est une structure qui est plutôt très vaccinaliste. Voyez. D'accord. Mais c'est pas ça, il n'y a pas que la variole qui est dans ce cas-là. On a vu certaines maladies, comme par exemple la diphtérie, disparaître au cours du XXe siècle, surtout dans la deuxième partie du XXe siècle dans les pays occidentaux, et le vaccin n'a joué aucun rôle. Oui, il suffit de regarder les données de concordance épidémiologique, on voit, ben non, il faut arrêter de dire qu'on a vaincu la diphtérie. Et c'est grave parce que le principal argument utilisé en général par les autorités pour justifier, pour légitimer, si je puis dire, l'obligation vaccinale, c'est de dire, bon, si ça n'a pas forcément d'intérêt pour un individu, ce qui est important, c'est la vaccination pour altruisme. Hein, c'est-à-dire, je vaccine Paul pour protéger Paul, mais aussi pour protéger Pierre que je ne peux pas vacciner. Hein, c'est le principe de la vaccination, effectivement. Sociétal. Voilà. Alors, là aussi, moi, c'est évidemment un principe qu'on ne peut que approuver, hein, c'est-à-dire je protège Paul en vaccinant Pierre, pourquoi pas, mais à ce moment-là, les 11 vaccins ne sont pas légitimes. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que je vaccine Paul contre le tétanos que Pierre est protégé du tétanos. C'est mensonger de dire ça, c'est pas vrai, c'est pas une maladie contagieuse. Hein, et on attrape la maladie tout seul, hein, je veux dire, en manipulant du fumier avec des blessures, des très mauvaises blessures. Hein. Bon. Donc, c'est pas vrai que l'on... En plus, je n'ai aucune donnée scientifique sérieuse me démontrant qu'en vaccinant contre le tétanos, j'empêche le tétanos. Et des maladies comme la rougeole, par exemple, qui... Alors, non, justement, ce que vous faites là, il faut l'éviter de le faire, c'est-à-dire de sauter comme un oiseau d'un vaccin à l'autre. Non, il faut raisonner vaccin par vaccin. Vous voyez, donc, alors, la diphtérie, le vaccin contre la diphtérie ne peut pas empêcher la contagion de la diphtérie. Pourquoi? Parce que le vaccin est dirigé contre la toxine et non pas contre la bactérie. Donc, si je me vaccine moi, je me protège de la toxine libérée par la bactérie, mais j'ai toujours la bactérie. Et donc, je propage. Même si je suis vacciné, je propage à mon environnement. Vous voyez, donc là encore, le paramètre sociétal ne marche pas.
Donc, vous ne pouvez pas obliger Monsieur Pierre à se vacciner contre le tétanos et la diphtérie sous prétexte que vous voulez protéger Paul. Et ça, c'est au moins 2 vaccins où l'obligation n'est pas légitime. Mais c'est là. Alors, je ne vais pas les prendre les uns après les autres parce que ça serait trop long. Est-ce que vous avez trouvé des vaccins qui étaient légitimes, inversement? Eh bien, je suis stupéfait. Je suis stupéfait. J'ai repris les archives. J'ai travaillé. Vous voyez, je suis retourné dans les années 20, dans les années 30, au moment où sont nés les vaccins modernes. Et malheureusement, ma réponse, c'est que je ne vois pas trop quel est le vaccin que je pourrais recommander aujourd'hui. Peut-être le vaccin contre la rubéole chez une femme en âge de procréer, si elle est négative. Alors, ce sont les vaccins contre les oreillons ou la rubéole ou la rougeole, contrairement à ce que disent les autorités, sont des vaccins relativement inefficaces. Donc, vous pouvez vacciner quelqu'un et ce quelqu'un peut quand même faire une rougeole, peut quand même propager. Alors, on vous dit, mais c'est parce que la couverture vaccinale n'est pas suffisante. Et on vous sort un chiffre de 95%. C'est faux. C'est faux. Il y a ce qu'on appelle des flambées de rougeole dans des régions, dans des zones où 99% des classes d'âge ont été vaccinées. Pourquoi ? Parce que quand vous vaccinez, c'est assez. Là aussi, c'est la faiblesse scientifique des gens qui ont voté ces lois d'obligation est stupéfiante. Le système immunitaire, c'est compliqué. Alors, évidemment, ce n'est pas un député qui vote qui comprend le système immunitaire. Mais quand vous vaccinez quelqu'un contre la rougeole, il y en a qui vont peut-être répondre, mais on n'a aucune donnée scientifique solide. Okay. On a des montées d'anticorps. C'est ça qui est extraordinaire. Pour être sûr qu'un vaccin est efficace, il faut démontrer qu'il empêche la maladie. Et pas qu'il ait simplement une montée des anticorps. Ça ne suffit pas pour le démontrer, parce que le système immunitaire, c'est compliqué, et avoir des anticorps, ça ne suffit pas pour empêcher une maladie. Il y a différentes façons de réagir du système immunitaire. Question ouais, excusez-moi. Ouais. Je vous en prie. Question un peu bête dans ces cas-là, c'est pourquoi en fait l'État a choisi d'ajouter ces vaccins si de facto ils ne servent à rien? Quelle serait la raison profonde en fait derrière? Est-ce que c'est pour des raisons financières ou c'est une méconnaissance? Je ne vais pas. Alors quand vous dites de facto ils ne servent à rien, je ne peux pas dire ça non plus. Okay. J'en sais rien. Quand vous avez une absence de science, c'est une absence. Vous ne pouvez pas dire j'ai la démonstration que ce vaccin est efficace et utile et qu'il n'est pas toxique, ou que le rapport efficacité-toxicité est favorable ou défavorable. Je ne peux pas le dire. Et je ne peux pas dire non plus qu'il ne sert à rien. Vous voyez, quand c'est le vide, c'est le vide. Mais vous voyez bien que quand c'est le vide, vous ne pouvez pas obliger. Ça, c'est mon principe. Peut-être que le vaccin contre la rougeole, dans certaines communautés, peut être utile. Mais vacciner, parce que c'est ça le problème, vous avez 800 à peu près, entre 750 000 et 800 000 naissances par an en France. Est-ce que pour une maladie qui, à l'heure actuelle, tue une personne par an, c'est une personne de trop. Mais en général, c'est quelqu'un qui serait de toute manière mort d'autre chose, parce que les patients qui meurent de maladies infectieuses type rougeole ou oreillons, on meurt des oreillons en France, c'est des gens de plus de 80 ans en général, pour les oreillons. Et, en général, il y a des comorbidités, comme on dit, c'est-à-dire qui sont extrêmement fragiles. Est-ce qu'il faut, pour sauver quelques vies, vacciner 800 000 nourrissons par an? Et quand je dis 800 000, c'est pour les premières injections, parce qu'ensuite, certains vaccins, ils sont injectés 3 fois. Et certains vaccins sont à l'évidence toxiques. Le vaccin contre le méningocoque ou le vaccin contre le pneumocoque. C'était ma question. Effectivement, en termes d'effets secondaires, aujourd'hui, on a une vue un peu globale des conséquences de la vaccination sur les effets secondaires, justement. Eh bien, oui, on a une vision globale qui vous dit que les médecins et les familles ne déclarent pas les effets adverses des vaccins. Alors, cette vision globale, c'est que moins de 10% des effets adverses sont déclarés. Et alors, comme moi, j'écris des livres sur les vaccins, il m'arrive une tonne d'informations tous les jours, et notamment de familles qui viennent me dire « Voilà ce qui s'est passé, vous avez peut-être besoin d'informations, nous, on a eu ce problème. » Et alors, la réaction que j'ai vis-à-vis de ces familles qui me racontent ça, je dis « Mais est-ce que votre médecin a fait une déclaration ?» « Ah ben non. Est-ce que vous avez fait la déclaration? Vous pouvez le faire. »« Ah ben non. » Donc, les gens ne déclarent pas, les médecins ne déclarent pas. Vous savez, si vous êtes pédiatre ou médecin généraliste,
et que vous avez vacciné selon la loi, c'est-à-dire 11 vaccins obligatoires chez des nourrissons. Vous avez appliqué la loi, mais quand les familles posent des questions, parce que les familles posent des questions à l'heure actuelle. C'est légitime, c'est légitime. C'est légitime. Le médecin ne va pas leur dire, écoutez, ce vaccin, j'ai peur, j'ai pas envie de vous le faire. Oui, si le médecin dit ça, alors il va contre la loi. Et donc il est obligé quasiment de dire, oh, ça risque rien, c'est très efficace, c'est formidable, et il n'y a pas d'effet indésirable. Et une fois qu'il a dit ça, il est prisonnier. Parce que s'il y a un effet indésirable, il va le nier. Il va dire, mais non, c'est une coïncidence. Vous voyez, c'est malheureusement, mais c'est certainement pas le vaccin, c'est autre chose, vous allez voir, ça va s'améliorer, etc. Et ça, c'est très grave, parce qu'en refusant les effets adverses lors d'une première injection, ça veut dire qu'on est obligé d'injecter la seconde, fois la troisième. Alors ça, quand on sait ce que c'est que le système immunitaire, quand il vous a dit stop une fois, il ne faut pas y retourner. Une alerte, c'est une alerte. Vous voyez, alors là, quand vous lisez les textes du gouvernement, du ministère de la Santé, concernant les contre-indications au vaccin, c'est fascinant. C'est complètement anti-médical, c'est anti-éthique. Et pour ne pas prendre une demi-heure sur cette vidéo, il y a un principe de base, si vous voulez, dans la médecine en France, qui est défini dans le Code de santé publique. Le Code de santé publique exige que les produits de santé soient commercialisés et évidemment administrés à condition qu'on ait des tests scientifiques suffisants permettant d'évaluer et l'efficacité et l'éventuelle innocuité. Mais là, ça devient plus compliqué pour la toxicité parce qu'il y a des toxicités qui sont retardées. Okay. Et au moins pour l'efficacité, le Code de santé publique exige des tests, on appelle ça des essais cliniques en double aveugle randomisés, etc., démontrant que ce produit de santé est utile et efficace. Vous voyez, on vient de dérembourser l'homéopathie en disant on n'a pas d'essais cliniques en double aveugle randomisé démontrant l'efficacité, donc on dérembourse. Si on applique le Code de santé publique au vaccin, alors on ne vaccine plus, parce qu'on n'a pas de données cliniques, scientifiques, sérieuses, démontrant l'efficacité des vaccins. Et c'est très étrange, parce que si vous prenez le vaccin contre la grippe, par exemple, il y a une épidémie tous les ans. Il y a des millions de gens tous les ans qui sont atteints par la grippe. Donc, tous les ans, on pourrait faire un essai clinique en double aveugle, randomisé. J'injecte le vaccin à ceux-là, je les tire au sort. À ceux-là, j'injecte le placebo et on va bien voir si ce vaccin est efficace ou pas. Mais on ne le fait pas. Et on ne le fait pas. Vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Est-ce que vous savez pourquoi on ne le fait pas ? Qui va le faire ? C'est l'industriel. Qui va payer ? C'est l'industriel. Imaginez que cet industriel prenne ce risque. Mais par contre, vu le scepticisme de la population en France, il ne pourra pas bricoler son truc. C'est-à-dire qu'on sera, nous, très attentifs aux résultats. Imaginez que, vous avez vu ce qui s'est passé avec le H1N1, le vaccin. Vous voyez la réaction de la population. Imaginez qu'on fasse une seule fois un test et où ce soit négatif. C'est-à-dire que le vaccin contre la grippe ne sert à rien. C'est une catastrophe commerciale. Mais pas seulement commerciale, c'est une catastrophe, je veux dire, politique. Parce que, vu la façon dont les politiques, les gouvernements, les ministères se sont impliqués, vu la manière dont la haute autorité de santé pousse à la vaccination, si vous démontrez par malheur que ce vaccin contre la grippe est inefficace, ou très peu efficace, ou toxique, là vous avez un très très gros problème sanitaire. Vous voyez, donc, sans parler des questions de profit, de bénéfice de l'industrie, hein, juste pour des raisons éthiques. Okay. Donc, on ne prend pas ce risque. Et alors qu'on pourrait le faire chaque année, on ne le fait pas. Vous voyez, cette politique vaccinale en France, elle est à la fois coercitive et incroyablement légère. C'est-à-dire qu'en fait, on lance des vaccins en se disant on verra bien ce que ça donne. C'est complètement contraire à tous les principes de la médecine scientifique. Jamais on mettrait sur le marché un antibiotique ou un antiplaquettaire ou un anticoagulant sans l'avoir testé, quelle que soit la façon, la qualité des tests. Là, avec les vaccins, on lance des choses comme ça, par exemple avec le papillomavirus, on lance des trucs, on n'a aucune idée de l'efficacité de ces vaccins et encore moins une idée de leur
de leur toxicité. C'est quelque chose qui va mal finir. C'est Ok. inéluctablement. Si aujourd'hui, je pense qu'il y a des personnes qui regardent cette vidéo, des jeunes parents qui sont un peu dans le doute, dans l'expectative, dire voilà, qu'est-ce que je fais, je vaccine pas. Quel serait le conseil que vous pourriez donner à des jeunes parents qui sont dans le doute aujourd'hui? Est-ce que vous m'entendez? Je vous ai parfaitement entendu. Ah oui, d'accord. Je ne peux pas répondre à cette question. D'accord. Je ne peux rien leur dire. D'accord. Là, c'est vraiment chacun. C'est terrible. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Et je suis grand-père, vous voyez, donc j'ai ce problème. Et c'est terrible. Voilà. Et chacun pour soi. Ok. Merci pour cette conclusion. Je pense qu'effectivement, c'est un sujet qui est très, très complexe. Et voilà, c'est pas simple d'en parler. Et rien n'est fait. Rien n'est fait pour le simplifier. Parce que, de manière souterraine, il y a des mouvements tectoniques et ça va mal finir. Merci, docteur Delorgeril, pour ces précisions et pour cette série de 4 vidéos. On a appris pas mal de choses grâce à vous. Pour ceux qui veulent en savoir plus, du coup, je vous mettrai les références des livres du docteur juste en dessous de la vidéo. Comme ça, vous pourriez vous faire votre propre avis après lecture. Merci en tout cas. Et puis, on mettra aussi l'adresse de votre site qui est assez rempli, sur lequel vous communiquez aussi beaucoup sur vos travaux. Donc, on mettra aussi ça en description de la vidéo. Merci beaucoup en tout cas. Bonne continuation à vous. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.